Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir si nombreux dans ce webinaire qu'on va donc commencer maintenant. Donc on va s'intéresser aux nouveaux programmes de cycle 2 en français qui sont en préparation pour la rentrée 2024 et on va voir avec vous comment le dictionnaire peut répondre aux enjeux de ces nouveaux programmes, en particulier en termes de travail du vocabulaire qui prend une place importante, comme vous le verrez, et les repères culturels également. Que le dictionnaire peut apporter aux élèves. On va être en compagnie avec nous. Donc, nous avons Sarah Descotigny, qui est lexicographe aux éditions Le Robert et qui a travaillé sur la nouvelle édition 2024 de notre dictionnaire, le Robert Junior. Nous avons Laurence Pierson, qui a été enseignante dans tous les niveaux de l'école primaire, qui est maintenant aussi graphopédagogue et qui a publié Permis de lire, en particulier aux éditions MDI, et qui a créé aussi la collection Mes cahiers d'écriture chez ce même éditeur. Voilà, je vous laisse lire tous les autres projets auxquels elle a participé. Nous avons aussi Muriel Guiton, professeure des écoles également, et qui est co-autrice de plusieurs ressources pédagogiques, et en particulier de la méthode Permis de lire aussi aux éditions MDI. Elle collabore avec nous depuis un petit moment maintenant et je vous laisse également lire le reste de sa biographie sur l'écran. Nous avons aussi Marie Bourboulou, directrice éditoriale des éditions Le Robert, qui est responsable chez nous des départements jeunesse et scolaire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais donner la parole à Muriel qui va nous parler justement de ces fameux nouveaux programmes en français cycle 2 et nous présenter les grandes orientations. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet du dictionnaire des pratiques de classe, je propose qu'on s'intéresse rapidement aux nouveaux programmes, aux projets de nouveaux programmes, et bien sûr spécifiquement à leur partie vocabulaire. Donc, sur votre diapo, on peut voir les deux, un petit avant-après, avec le sommaire de la partie français des programmes 2020 et à droite, celle de 2024. Donc, ce qu'on peut repérer tout de suite, c'est que le vocabulaire a été externalisé de sa partie comprendre le fonctionnement de la langue, ou EDL, on appelle aussi EDL, et il en a été externalisé pour constituer maintenant l'un des 5 piliers de l'enseignement du français, au même titre que la lecture ou l'écriture, par exemple. Ensuite, dans les programmes, on verra que les objectifs, on pourra voir que les objectifs sont détaillés, illustrés d'exemples de réussite pour chaque classe, à l'image des attendus qu'on avait l'habitude de consulter avant, en complément des programmes en tant que tels. Ces programmes insistent aussi sur la fréquence des apprentissages lexicaux. On lit dans l'introduction à cette partie que tous les jours, chaque élève bénéficie d'un temps d'enseignement structuré explicite du vocabulaire. Si on entre un peu davantage dans le détail, il y a quelques points clés qui ont retenu notre attention. Donc d'abord, ils vont apparaître sur la diapo suivante. D'abord, la distinction entre termes génériques et termes spécifiques qui fait son grand retour. Ils avaient été plus ou moins écartés en 2020. Alors, pour rappeler rapidement ce que recouvrent ces deux termes, on peut dire qu'un terme générique, qu'on appelle aussi hyperonyme, ou avec nos élèves qu'on appelle un mot étiquette, représente un titre très général d'une catégorie, et les termes spécifiques sont tous les mots plus précis qui vont s'y décliner. Par exemple, à partir du terme générique couleur, je peux dresser une liste de nombreuses couleurs spécifiques, le rose, le bleu, le vert, ou plus nuancé, le corail, le turquoise. Et de la même façon, le vert peut devenir aussi un terme générique, et on va pouvoir dresser la liste de toutes les nuances de vert. Dans la partie lecture, on a lu aussi que la consultation du dictionnaire était préconisée dès le CE1. Elle fait partie maintenant des stratégies d'aide à la compréhension d'un texte. On y reviendra dans la troisième partie de ce webinaire sur les façons possibles de contourner les difficultés de nos élèves à naviguer dans cet outil. Et puis, beaucoup de notions ont été conservées des programmes actuels, notamment l'approche des registres de langue, la synonymie, l'antonymie, le repérage d'analogies morphologiques, c'est-à-dire isolement du préfixe, du suffixe, ou encore le regroupement des mots par famille autour d'un radical. Enfin, et là, la diapo va peut-être nous donner les deux autres points qui avaient retenu notre intérêt. L'autre point qui est insistant dans ces nouveaux programmes, enfin qui nous semble insistant, c'est, et pour lequel le dictionnaire va peut-être s'avérer utile, c'est l'accent mis sur la construction de différents corpus qui se trouvent en préambule de la partie vocabulaire.
Donc, cette construction de corpus était déjà présente dans les programmes de 2020 à travers des corolles lexicales, la construction de réseaux sémantiques, et elle concernait aussi l'orthographe. Maintenant, leur nombre est clairement précisé. Ils apparaissent maintenant clairement en exergue de la partie vocabulaire comme un des points de vigilance. On Je ne entend. pose pas les bonnes Alors, je diapositives. suis désolée, on a eu une coupure réseau, donc je suis navrée. On n'entend rien là? Est-ce que là, vous nous entendez, Muriel? Oui. Toi, tu nous entends? Bah écoute, je ne sais pas si le reste de la salle nous entend. Mais je suis navrée, on a vraiment une coupure totale, en fait. Tout notre réseau s'est coupé. On reprend de là où on en était. Du coup, Muriel, je pense que Oui. tu as continué à Moi, parler, j'imagine, sur la en fait, je voyais plus les diapos sur l'écran, donc je ne sais pas si on m'a entendu et si c'était juste un problème visuel ou si c'était D'accord. Non, je pense qu'effectivement, toi, ta connexion a fonctionné, donc c'est juste nous qui ne pouvions plus passer les slides et qui d'accord. n'étions plus présents. Donc, on va Ok, peut-être passer directement à la construction des différents corpus qui sont signalés par le programme. Voilà, merci. d'accord. T'en étais là. Super. Tout à fait. Mille Alors, excuses pour ce problème technique. Et puis, j'en profite aussi pour préciser que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, qu'on y répondra à la fin de ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter via le chat et tous les liens qu'on va voir dans ce webinaire seront partagés aussi dans le chat. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter, tout sera partagé, tout sera envoyé aussi a posteriori, la rediffusion du webinaire sera partagée à tout le monde également. Pardon, vas-y Muriel. merci. Alors donc, dans la partie vocabulaire des projets de programme, le nombre de corpus à étudier par période est donc précisé dès le préambule. On peut lire, le professeur enseigne au CP 4 corpus par période, 5 au CE1, puis 6 au CE2. Donc, moi, je comprends ce concept de corpus de façon assez large, comme une collection de mots ou d'expressions regroupées soit autour d'un thème, soit un corpus littéraire qui est relevé au cours d'une lecture, mais ce peut être aussi un groupement de mots autour d'une analogie morphologique commune, comme un préfixe, un suffixe ou un radical. Ces corpus peuvent aussi s'articuler autour d'un terme générique ou étiquette, se présenter aussi comme une collection de synonymes qui appartiennent à différents registres de langue, ou encore d'expressions figurées autour d'un mot. Je pense par exemple au mot cœur, que l'ouvrage Les murs de mots à Chenelière Éducation avait relevé. Donc, ils avaient relevé une trentaine d'expressions qui contiennent le mot cœur, apprendre par cœur, avoir le cœur lourd, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour mes remarques sur la partie vocabulaire des nouveaux programmes et je vais laisser la parole à Sarah, qui est lexicographe et qui va nous décrire plus précisément la façon dont le Robert Junior a été repensé pour être plus lisible par nos élèves. Merci beaucoup, Muriel. Donc, en effet, moi, j'ai travaillé sur une nouvelle édition du Robert Junior qui est parue là au mois de mai. Et donc, dans cette nouvelle édition, on peut voir, on a cherché à faciliter l'accessibilité, vu que le junior quand même a vocation à être utilisé dès le CE1. L'idée, c'était de le rendre vraiment très accessible. Donc, on a généralisé l'ascenseur alphabétique. Avant, il était uniquement sur la page de droite. Maintenant, il est sur les 2 pages pour soutenir les élèves dans leur recherche alphabétique. On a grossi les mots repères pour faciliter la recherche des mots, la circulation dans le dictionnaire. Et surtout, on a ajouté un filet central. Donc, c'est le trait qui est entre les 2 colonnes. Parce que le dictionnaire, c'est le premier ouvrage que les enfants ont où le texte est réparti en colonnes, donc c'est pas forcément intuitif pour eux à lire. Donc, ce trait qui sépare les colonnes permet d'accompagner la lecture, si je puis dire. On a revu largement aussi bien les définitions que les exemples. Notamment dans les exemples, on a changé les prénoms pour qu'il y ait plus de variété, pour que ça corresponde aux prénoms des enfants d'aujourd'hui. Et dans les articles, on peut voir donc vraiment les définitions sont pensées pour être à hauteur d'enfant. Et on a aussi tout le réseau synonymique et de renvoi vers des mots du même champ lexical qui a été beaucoup retravaillé sur cette édition, puisqu'avant ils étaient en fait assez mal distingués. Donc il y avait des choses pour les distinguer, mais c'était pas assez facile pour les enfants. Donc maintenant, désormais, il y a les synonymes qui sont introduits par ce mot synonyme, comme les contraires sont introduits par contraire, pour avoir vraiment le même traitement. Ça permet de travailler plus facilement la notion de synonymie.
Ils sont évidemment répartis de façon très précise dans l'article. Ils ne sont pas tous regroupés à la fin, ils sont répartis selon les sens. Donc là, on voit par exemple que dans l'exemple chanté, gazouiller et siffler sont synonymes seulement du sens 2, parce qu'ils sont synonymes seulement quand c'est des oiseaux qui gazouillent. Et il y a aussi donc tous les renvois vers des mots du même champ lexical. Donc là, on a par exemple chantage et maître chanteur qui vont avec faire chanter quelqu'un. C'est pas des synonymes à proprement parler, mais c'est des mots qui sont reliés sémantiquement. Quand on fait chanter quelqu'un, on fait du chantage, on est un maître chanteur. Donc pareil, ça c'est des mots qui sont toujours placés de la façon la plus précise possible. Et un dernier travail qui a été fait dans ce dictionnaire pour favoriser les regroupements de mots, c'est les familles de mots. Donc ça se base sur la morphologie. Donc on voit que les mots sont regroupés, chanté et chanteur appartiennent à la même famille de mots. Donc on voit qu'il y a un petit triangle rose avant chanteur pour regrouper le mot. Il y a aussi un peu moins d'interlignage, l'article est plus proche. Et comme il y a d'autres mots qui ne sont pas à la suite alphabétique et qui ne pouvaient pas être regroupés de cette façon, on a systématiquement un renvoi vers les autres mots de la famille. Donc quand on est sous le mot de base, celui à partir duquel sont dérivés les autres, donc comme l'a chanté, on a le renvoi vers tous les autres mots de la famille, chant, chantage, chantonner, qui est introduit par le même petit triangle rose. Et quand on est à un de ces mots de la famille, un peu plus bas, vous voyez chantonner, on a aussi le renvoi vers le mot chef de famille, on va dire. Donc mot de la famille de chanter avec toujours le même triangle rose, donc vraiment pour que ce triangle soit associé aux familles de mots de façon systématique. D'autre part, pour venir soutenir la compréhension des enfants sur le sens des mots, mais aussi sur les répartitions sémantiques, on a mis les notices d'étymologie au fur et à mesure du dictionnaire. Elles existaient déjà dans le Robert Junior, mais elles étaient regroupées à la fin dans un petit dictionnaire d'étymologie, ce qui nécessitait une deuxième recherche à l'enfant à un âge où c'est pas encore facile de chercher, et ça faisait aussi que beaucoup de personnes ne connaissaient pas leur existence. Donc on les a rajoutées, désormais elles sont directement sous les articles. Donc on a plus de 400 notices. Là, il y en a une pour Luciole, par exemple, qui est directement sous l'article Luciole et qui permet aux enfants non seulement de comprendre l'histoire du mot, mais aussi de voir d'autres mots qui viennent du même radical latin, par exemple. Donc on explique le radical latin, puis on va parler de l'adjectif lucide, de l'adjectif translucide, du verbe élucider, de plusieurs prénoms qui viennent tous du même mot latin. Donc ça permet aussi à l'enfant ça vient soutenir sa compréhension et ça lui permet de faire le lien avec la lumière à chaque fois. Pour donner envie aux enfants, on a toujours eu à cœur d'avoir un ouvrage largement illustré. Et dans le cadre de la nouvelle édition, on a revu un grand nombre d'illustrations pour les actualiser, pour les rendre plus proches de ce que les enfants connaissent aujourd'hui. Et on a aussi évidemment gardé les illustrations qui fonctionnaient bien, et notamment les dessins qui illustrent plusieurs sens des mots polysémiques. Donc là, par exemple, vous voyez antenne. Antenne, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, on a une illustration qui illustre tout ça à la fois. D'autre part, toutes les lettres sont introduites par une lettrine. Donc, c'est des enfants qui les ont fait. Il y a eu plus de 1000 classes qui ont participé au concours qu'on a organisé sur ces lettrines. Et donc, chaque lettrine en début de lettre a été réalisée par une classe différente. Ce qui permet aux enfants de s'approprier leur dictionnaire, en fait. Le dernier point important de cette nouvelle édition, et qui est toujours avec l'idée d'être plus accessible pour les enfants, plus facile à utiliser, c'est le mode d'emploi. Donc au début du dictionnaire, on a un mode d'emploi complet qui a été entièrement repensé, qui est réparti sur 2 pages pour pouvoir avoir un mode d'emploi qui se répartit par compétences. On peut travailler une compétence en particulier, se repérer sur la page, comprendre les codes, voir le travail des synonymes et des antonymes, voir les familles de mots. Donc ça permet d'isoler les éléments qui vont ensemble. Et puis il y a aussi au tout début du dictionnaire, vraiment quand on tourne, c'est à la toute première page, le mini mode d'emploi qui contient les éléments les plus importants et qui du coup est beaucoup plus facile à trouver que le mode d'emploi complet. C'est un peu un pense-bête. Et il y a aussi une version téléchargeable sur notre site qui peut être distribuée aux élèves. Et puis, on a fait aussi pour les enfants qui veulent revoir un peu tout seuls comment on fait ou qui sont
plus sensibles au format numérique, on a fait des vidéos sur comment utiliser le dictionnaire pour enfants. Donc ça, c'est pour les grandes lignes de ce qui a été fait dans cette édition pour accompagner les enfants. Et je vais laisser la parole à Muriel à nouveau, qui va expliquer comment on peut utiliser tout ça en classe. Oui, merci Sarah pour toutes tes précisions. Voilà, je vais essayer de proposer quelques pratiques de classe qui utilisent l'outil que vient de nous décrire Sarah. Mais en m'attardant d'abord sur la construction des fameux corpus dont on a parlé tout à l'heure et en me demandant comment cet outil peut servir à les amorcer en classe, à les enrichir ou même à mieux les comprendre. Donc à l'écran, on voit les planches thématiques, le sommaire des planches thématiques qui sont dans le dictionnaire actuel, dans la nouvelle édition. Évidemment, ces planches peuvent servir de support à des corpus thématiques, c'est-à-dire ceux qui forment un champ lexical autour d'un thème. Donc, ces planches sont au fil des pages, classées par ordre alphabétique. Il y en a une 60aine. La moitié est complètement nouvelle et elle porte sur des thèmes très variés. Bien sûr, le monde animal et végétal a tout à fait sa place, mais on va trouver des planches sur les moyens de transport, l'astronomie, l'électricité, la matière, les arts, le sport, l'alimentation, etc. On trouve même une double planche sur la BD qui est complètement nouvelle, plusieurs planches sur la musique. Tout cela, c'est dans l'objectif de permettre de croiser les différents enseignements avec nos séances de lexique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces planches? Elles peuvent servir de support à des listes de mots, d'expressions en lien avec un chapitre de découverte du monde ou d'histoire, par exemple. Alors, elles sont toutes construites de la même façon. Là, on voit une planche simple à l'écran. Il y a un court texte qui va définir le thème abordé, ici le château fort, et puis des dessins ou même beaucoup de photographies qui vont permettre de visualiser les mots employés. Alors, sur cet exemple, on peut traiter ce sujet aussi en vocabulaire et, par exemple, en donnant pour mission aux élèves de relever les termes qui se rapportent aux différentes parties du château. Donc, on va retrouver les douves, le pont-levis, les meurtrières, des termes qu'ils ont peut-être abordés ailleurs. Et puis, les mots qui parlent des habitants possibles de ce château au Moyen-Âge. Ils pourront relever dans le texte les mots seigneur, soldat et paysan. Et puis aussi les verbes qui expliquent plutôt la fonction que remplissait ce château au Moyen-Âge, abriter, défendre, résister, etc. Un autre type de collection de mots peut s'organiser autour d'un terme générique. Alors, au sujet de ces termes génériques et spécifiques dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, les programmes évoquent, à titre d'exemple, je cite les programmes, un jeu oral qui consiste à énumérer le maximum de véhicules ou de meubles. Et puis, on trouvera plus loin dans les programmes qui parlent de la catégorie des laitages et des fromages. Donc, une fois n'importe quelle liste établie, ce n'est pas forcément celle-ci, suivant les intérêts de la classe, on peut aller un peu plus loin et projeter les articles correspondant à certains des termes spécifiques que les enfants vont trouver. Donc là, j'ai pris deux exemples. Pour les véhicules, la bicyclette, et pour les fromages, le gruyère. Et puis, on pourra constater avec eux que la plupart du temps, la grande majorité d'ailleurs du temps, la définition d'un nom spécifique commence justement par un nom générique. Voilà, alors pourquoi? En fait, c'est à mon sens le principal intérêt d'étudier les termes génériques en classe, c'est qu'on peut après rédiger ou formuler des définitions plus structurées. Bon, moi, j'ai souvent constaté que les élèves avaient des difficultés à définir un mot, même s'ils en connaissent le sens. Ils vont s'appuyer le plus souvent sur des mots de la même famille ou sur la fonction de l'objet qu'on leur demande d'expliquer aux autres. Ils diront que le chant, c'est quand on chante, la bicyclette, c'est quand on roule la bicyclette, le gruyère, ça se mange, ou qu'un tabouret, c'est fait pour s'asseoir. Alors, bien sûr, ils ont pas de tort, mais si on observe ces définitions, on peut peut-être les inciter à commencer leur définition par un terme générique. S'ils doivent définir le mot commode, ils commenceront par dire que c'est un meuble, avant de préciser en quoi il se distingue de tous les autres meubles, par son apparence ou sa fonction. Le dictionnaire peut servir aussi à compléter un corpus morphologique et particulièrement une famille de mots. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure du mot chanter, dont Sarah nous a montré l'organisation, dans l'extrait qu'on voit à l'écran, on va pouvoir d'abord relever avec les élèves les mots qui ont des lettres communes. Donc C-H-A-N-T, et bien sûr j'ai fait exprès d'y faire figurer le mot chantier comme intrus, et qui va pouvoir faire l'objet d'un petit débat. Alors est-ce que c'est bien de la famille de chant? Et pourquoi? Est-ce qu'on le met dans notre liste des mots de la famille de chanter? Voilà, donc là, ça permettra de définir les familles de mots comme ayant certes un radical commun, des lettres communes, mais aussi qui sont
qui sont liés par un rapport de sens. Donc cette séance sur les familles de mots sera plus complète. On la retrouvera de façon plus complète sur le site du Robert Junior, sur le site Compagnon, avec une dizaine d'autres fiches sur l'utilisation possible du dictionnaire dans le cadre de nos séances de lexique. Donc on voit apparaître son sommaire à l'écran. Et je vais essayer de m'attarder sur 2 ou 3 de ces fiches un petit peu plus longuement. L'exemple que j'ai choisi de prendre s'intéresse au registre de langue et donc à la synonymie, en l'adaptant à des élèves de fin de cycle 2 ou de tout début de cycle 3. Donc on est parti du mot embêtant, que les élèves affectionnent, pour lui donner des alternatives plus soutenues. Donc j'ai proposé 3 phrases au départ. L'ordinateur de la classe est en panne, c'est embêtant, c'est ennuyeux ou c'est fâcheux. Donc on va s'apercevoir bien sûr que ce sont des synonymes, mais qu'il y a quand même des nuances de registre entre ces 3 mots. Et le dictionnaire donc indique ces nuances. Familier, soutenu ou rien, ce qui veut dire que c'est un mot courant ou neutre. Dans cette même séance, on a transposé collectivement un texte familier, mais vraiment très familier, sans être vulgaire, mais on essaie de le transposer en langage plus châtié. Donc les élèves proposent spontanément des synonymes, hein, pour frangin, boulot, tous ces mots-là vont peut-être être proposés spontanément, mais aussi on a prévu une fiche coup de pouce avec tous les articles du dictionnaire de ces mots-là, où ils pourront y chercher, y trouver un synonyme, et bien sûr en sélectionner un. S'il y en a plusieurs, il va falloir qu'ils cherchent le synonyme le plus proche en langage courant de ce qui apparaît dans le texte. Voilà pour cette fiche qu'on retrouvera aussi sur le site Compagnon. Là, j'ai parlé pour le moment des usages un peu marginaux, pédagogiques du dictionnaire en classe. Et dans la vie courante, on sait très bien qu'il sert principalement à 2 choses. Soit on y cherche la définition d'un mot, soit pour en connaître le sens, soit on vérifie une orthographe, ça on le fait très souvent, on vérifie l'orthographe d'un mot sur laquelle on hésite. Donc il y a 2 fiches à ce sujet qui ont été rédigées. L'une porte sur la distinction entre la définition et l'exemple, qui sont des concepts difficiles à appréhender par les élèves. Donc, il y avait une table ronde qui a réuni beaucoup d'enseignants de cycle 2 et 3. Et lors de cette table ronde, ce problème, cette difficulté a été évoquée. Donc, les fiches, là, on en voit un exemple à l'écran. Elles sont toutes construites avec les mêmes principes. Donc, on s'est articulé autour de 3 principes. D'abord, la recherche de mots par les élèves n'est pas un prérequis. On sait aussi que la recherche alphabétique dans cet outil qui est très volumineux pose beaucoup de difficultés à nos élèves, surtout en cycle 2 et encore parfois au cycle 3. Donc, dans les fiches pédagogiques disponibles, je propose de pallier ce problème en donnant à voir directement les articles aux élèves, soit en les vidéoprojetant, et là, on va voir que la vidéoprojection qui est proposée par l'éditeur peut être intéressante, soit en indiquant la page où on peut trouver ces mots, si la classe, bien sûr, est équipée en dictionnaire papier, soit par l'intermédiaire de la fiche coup de pouce dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui copie, colle l'ensemble des articles qui vont leur être utiles. Voilà, c'est dans le but de ne pas parasiter une séance de lexique par des recherches qui peuvent être décourageantes, fastidieuses, et bien sûr qu'il faut apprendre à faire, mais dont l'apprentissage sera peut-être décroché des séances sur le lexique. Autre principe qui régit ces fiches, on y propose le canevas d'une trace écrite très courte. Une trace écrite très courte, vous voyez sur la diapo précédente, je crois. On la voyait sur la diapo précédente, voilà, à votre droite. Donc, cette petite trace écrite, très simple, hein, va permettre de reformuler ce que l'on a vu dans l'étape de découverte avec les mots des enfants. Et bien sûr, on vous propose des définitions, voilà, type, si les enfants ont du mal à les formuler. Et puis enfin, 2 fiches d'exercices élèves qui sont différenciées, donc avec 2 niveaux, mais toujours dans l'optique de faire une mise en commun collective, c'est-à-dire c'est une différenciation assez légère. Les articles vont porter, les exercices vont porter sur les mêmes articles du dictionnaire. Là, on a choisi le thème de la sorcellerie avec la potion, le grimoire, le sortilège. Donc, tous les élèves ont travaillé sur les mêmes articles, mais avec des niveaux d'exigence plus ou moins élevés, si on est en double niveau, si on veut différencier dans son niveau simple. Par exemple, si je regarde l'exercice 2, la fiche de niveau 1 propose de remettre en ordre les parties d'un article de dictionnaire, celui de grimoire. Elles ont été mélangées, simplement les numérotant, alors que la fiche 2 donne pour consigne de reconstituer en intégralité cet article avec les éléments qui sont proposés. Une autre fiche un peu différente va expliquer le principe de ce que j'appelle la dicodictée.
et dont je vais toucher 2 mots très rapidement. Donc la dictée, elle a pour objectif de mettre les élèves en situation d'utiliser le dictionnaire dans un contexte le plus authentique possible. C'est le nôtre, hein, quand on procède à une recherche dans le dictionnaire, c'est qu'on doute de l'orthographe d'un mot, mais on va en même temps gommer les difficultés liées à cette recherche. Donc le premier cas de figure, la dictée va favoriser la consultation du dictionnaire lors d'une autocorrection de la dictée. Donc là, à l'écran, on peut voir une production d'élèves, d'un de mes élèves de début d'année. On peut deviner un code couleur, hein, qui a été assez simple, hein, qui a été mis en place. Donc un point orange sous un mot va lui signaler une faute d'accord dans un groupe nominal. Le point rose va lui indiquer une erreur d'accord du verbe avec son sujet. Et enfin, le point bleu lui indique une erreur d'ordre lexical. Et c'est bien sûr ces dernières erreurs qui vont pouvoir être corrigées grâce à notre dictionnaire. Et puis, en corrigeant à la marge de la dictée, j'ai indiqué, a posteriori, hein, les numéros des pages du dictionnaire où l'élève pouvait chercher les 3 mots que j'ai retenus parmi ces erreurs. Donc après, l'objectif de l'élève va être de recopier sa dictée en essayant de supprimer un maximum de ses fautes grâce aux différentes indications, les points et les pages dans lesquelles il va trouver le mot cocotier, le mot récif ou le mot sourd. Alors, on peut transférer ce principe, bien sûr, aux propres productions des élèves, quand on souhaite qu'ils fassent un toilettage orthographique de leur rédaction, par exemple. Et puis, elle leur donne aussi l'habitude de vérifier l'orthographe des mots inconnus, ce qu'on appelle aussi la vigilance orthographique, sans qu'on attende de eux qu'ils maîtrisent parfaitement la recherche dans le dictionnaire. Une autre option, donc là on voit à l'écran la fiche qui explique ce principe de dicodictée, pardon. Une autre option consiste à faire chercher les mots difficiles directement pendant la dictée au fil de l'eau afin de produire le plus rapidement possible un texte sans trop d'erreurs. Bien sûr, là, ça demande à l'enseignant d'avoir repéré au préalable les mots qui vont sans doute poser difficulté à ses enfants. Et il va leur dire, on ne sait pas écrire ce mot-là, on va le chercher à telle page. Et puis, on va pouvoir l'écrire correctement. Autre option, c'est de pratiquer, de préparer un petit canevas de la dictée, comme on voit tout en bas de la fiche. C'est vraiment un exemple, voilà, pour voir ce que ça peut donner, un petit canevas où là, il va écrire les mots dans les cases. Et en dessous, on lui indique la page où sont situés les mots qui vont sans doute lui poser des difficultés. Voilà, je vais terminer par une autre idée d'activité qui est assez commune, qui est celle de réaliser une chorale lexicale, mais mon dictionnaire va arriver qu'à la fin, qu'en fin de travail collectif. Alors d'abord, on peut revenir sur la diapo précédente. Donc, quel était l'objectif? C'était de construire collectivement une chorale lexicale autour d'un mot, le mot silence, qui était issu d'une lecture qu'on avait faite de la pièce de Philippe Gautier, dont on voit la couverture à l'école des loisirs, qui est intitulée Quelques minutes de silence. Donc, les élèves l'avaient lu, on avait joué des extraits. Et puis, ce mot-là, on s'est d'abord livré un petit brainstorming lexical autour de ce mot. Et j'ai noté les propositions des élèves en vrac sur un tableau. L'objectif ensuite était bien sûr de les ranger dans la corolle qu'on a vue vierge et qui a été projetée. Donc sur cette diapo à l'écran, nous voyons donc le résultat à gauche de ce classement. Voilà, j'espère qu'on me pardonnera les défauts de ma corolle. D'abord, je n'avais pas prévu de pétales pour le champ lexical, donc j'ai dû externaliser des mots. Et puis là, je m'en excuse auprès des puristes, j'ai accepté que l'on place ce terre dans les synonymes, alors qu'effectivement, il n'est pas de même nature. Donc, des fois, on est parfois obligé de composer un peu la grammaire si on veut travailler sur les propositions des élèves. Alors, que vient faire le dictionnaire dans tout ça? Eh bien, il a été consulté en dernier recours pour essayer de compléter un petit peu cette fleur. Donc, j'ai projeté les articles silence avec toute sa famille. Là, on ne voit que l'article silence, mais j'avais bien repéré, comme a montré Sarah tout à l'heure, toute la famille du mot silence. Et puis, effectivement, comme ils avaient proposé en antonyme très spontanément le mot bruit, eh bien, on a pu trouver d'autres antonymes dans cet article-là. Donc voilà, on a complété la fleur et à droite, on voit la production d'un élève une fois le dictionnaire consulté. Voilà, eh bien moi j'en ai fini de mon côté, je vous remercie de votre attention
Et puis, je vais laisser maintenant la parole à Laurence Pierson, qui a travaillé à la rédaction des planches et des annexes de cette nouvelle édition et qui va nous donner d'autres pistes pédagogiques. Merci Muriel. Donc, effectivement, nous avons travaillé toutes les deux, Muriel et moi, sur les planches, à la fois celles qui sont au fil du dictionnaire, au fil des entrées, et celles qui sont regroupées en annexe à la fin de l'ouvrage. Je vais essayer de vous donner des petites idées sur la manière dont ces planches peuvent être utilisées dans votre classe en rapport, bien entendu, avec les programmes. Donc déjà, on va regarder en premier une fiche qui est en annexe, qui est à la fin, qui est une frise historique, enfin une des pages de la frise historique. Donc les programmes du cycle 3 nous demandent de construire des premiers grands repères de l'histoire de France, étudier la monarchie capétienne et de penser à présenter quelques figures féminines importantes. Donc déjà, on a eu ce regard-là en reconstruisant les planches, en mettant en avant non seulement la figure de Jeanne d'Arc, bien entendu, qui a toujours été présente, mais aussi, par exemple, un personnage comme Blanche de Castille. Et puis, donc, sur cette page qui représente le Moyen-Âge, on a un petit nombre d'informations et une activité que je peux vous proposer à partir de cette frise historique pour des élèves, par exemple, de CE2, ce serait de préparer un court exposé à partir de cette planche historique. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on demande à nos élèves de préparer des exposés, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont bien sûr sur Internet, ils prennent des pages de Wikipédia où ils vont chercher un petit peu partout et ils croulent sous vraiment un monceau d'informations qu'ils ne savent absolument ni organiser, ni hiérarchiser et que bien souvent, ils impriment et ensuite ils lisent sans y comprendre grand-chose. Donc, ils n'ont absolument pas construit leur exposé parce qu'ils ne savent pas du tout s'y prendre. Donc, moi, je propose de construire l'exposé vraiment dans l'autre sens, à la place de ramasser des kilos d'informations et ensuite de les trier, de partir d'un très petit nombre d'informations. Donc là, par exemple, pour les historiques, on a vraiment quelques points, quelques figures et c'est tout. De partir de là et à partir de cette page, de faire des phrases à partir des événements ou des personnages qui sont présentés et de rédiger soi-même des phrases pour pouvoir ensuite présenter un très court exposé. On est au CE2, en simplement organisant et en liant les informations qui sont présentes. Donc, je pense que ça peut éviter à partir de ces informations simples d'être noyé parce que le problème actuel de notre société, c'est bien sûr pas le manque d'informations, mais la surabondance d'informations non organisées. De la même manière, pour des élèves un petit peu plus grands, au CE-M2 par exemple, si on fait le même travail sur les temps modernes, on va avoir bien entendu la même structure. On a également mis en avant entre Léonard de Vinci et Copernic aussi Marguerite de Navarre, François Ier, Henri IV, mais aussi Marie de Médicis. Donc, on a fait le même travail, mais on peut proposer, par exemple, aux élèves de faire un court exposé à partir, mettons, de François Ier et d'utiliser non seulement cette frise historique, qui là est un petit peu pauvre en informations, mais également d'autres pages, à savoir la page suivante qui est, voilà, elle arrive, voilà, la page personnage avec des écrivains. Donc, on va chercher à partir des dates de François Ier qui sont les écrivains qui étaient contemporains de François Ier et pouvoir présenter ces écrivains. Et puis également sur la page suivante, qui est la frise d'histoire des arts, pouvoir s'intéresser à la période donc, de la Renaissance et qui va permettre de mettre en regard les informations sur les périodes historiques, sur la littérature de cette époque et sur les arts de cette époque, ce qui me semble pouvoir constituer quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une recherche sur Internet. Donc, on a également essayé de s'intéresser au domaine des sciences, bien sûr. Donc, dans les programmes, on nous demande d'observer, schématiser et nommer les phases de la Lune. C'est pas forcément évident d'observer les phases de la Lune en classe. Donc, on pourrait imaginer en CE2 un premier travail sur ce que c'est que l'ombre et la lumière, avec plantant un bâton dans la cour, en faisant des relevés d'ombre pour bien comprendre par rapport au soleil. On pourrait imaginer ensuite un dispositif où on aurait
une lampe qui représenterait la Terre, c'est-à-dire en fait le reflet de la lumière du soleil sur la Terre qui elle-même se reflète sur la Lune, et faire tourner une balle pour représenter la Lune. Donc, faire toutes ces activités que vous menez, bien entendu, déjà en classe, mais utiliser le dictionnaire comme moyen à la fois de vérification et d'aide à l'élaboration de la trace écrite. Et on peut, bien entendu, reprendre les schémas qui peuvent être très utiles en classe pour finaliser cette séquence d'apprentissage. Dans le domaine de la biologie, vous savez qu'on nous demande de travailler sur la classification animale. Donc, quand on demande aux enfants d'utiliser des critères, alors ça, je cite de nouveau les programmes, utiliser des critères pour construire une classification sous la forme de groupes emboîtés, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en classe? On va pouvoir donner aux enfants des petites images représentant des animaux et leur demander de chercher comment est-ce qu'on peut classer les animaux. Comment est-ce qu'on peut classer les animaux? Il est très probable que les élèves vont les classer soit par milieu de vie, les animaux qui sont dans l'eau, les animaux qui sont sur terre, les animaux qui sont à la montagne, je ne sais pas, ou qui sont dans le ciel, qui volent. Peut-être qu'ils vont les classer par leur rapport à l'homme, distinguer les animaux familiers, les chiens, les chats, les animaux domestiques, et puis les animaux sauvages. Peut-être qu'ils vont classer les animaux sur la manière dont ils s'alimentent, les carnivores, les herbivores, etc. Donc, il va y avoir plein de manières d'appréhender ces classements. Aucun d'entre eux n'est faux, bien entendu, chacun a un sens. Mais si on veut véritablement aller vers la biologie et vers la classification scientifique des espèces, il va falloir dégager des critères qui sont véritablement des critères sur la physiologie de l'animal et faire le lien avec l'évolution des espèces. Donc ça, la classification phylogénétique des espèces, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender. Donc on a donné sur la page de gauche un petit arbre pour montrer comment l'homme s'inscrit par rapport à l'évolution, par rapport aux grands singes, etc. Mais aussi sur la page de droite, un embryon extrêmement simplifié de classification phylogénétique où on va mettre ensemble tous les tétrapodes et à l'intérieur des tétrapodes, les mammifères, etc. Et on va aussi pouvoir aborder cette notion complexe des termes qui sont un petit peu obsolètes. Par exemple, le terme de reptile, on va l'utiliser dans le dictionnaire comme entrée parce que c'est un terme qui est courant, mais on va aussi spécifier que si on fait une classification phylogénétique des espèces, on ne va pas utiliser le terme de reptile parce que quand vous regardez bien, vous voyez que dans la division des espèces, les oiseaux sont plus proches des crocodiles que les crocodiles ne sont proches, par exemple, des grenouilles ou des serpents. Donc, ce ne serait pas une catégorie homogène. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des supports qui peuvent être vraiment utiles, à mon sens, avec des élèves de cycle 3, y compris, bien entendu, de 6e, sans problème, parce que ce sont des notions qui vont être reprises par la suite en première de manière plus approfondie. On a également un nouveau petit fascicule, enfin si j'ose dire un petit fascicule à l'intérieur de dictionnaire sur l'EMC qui n'était pas présent. Donc vous savez qu'on insiste énormément par les temps qui courent sur les symboles de la République et sur l'instruction morale et civique. Donc on a repris dans ce dictionnaire bien sûr des choses comme le rôle du président, le rôle du maire, les symboles, la fête nationale, etc. Mais aussi des fiches complémentaires comme la charte de la laïcité à l'école, comme la déclaration des droits de l'homme et un certain nombre d'autres outils de droits de l'enfant. Donc, un certain nombre d'outils de référence qui sont très utiles à avoir sous la main pour les enseignants pour pouvoir, bien entendu, enrichir leur leçon d'éducation morale et civique. On a un autre ajout qui est tout à fait nouveau, c'est un dictionnaire, 2 petits dictionnaires, l'un de la mythologie grecque et romaine et l'autre de la mythologie égyptienne. Alors là, je m'adresse aussi en particulier aux enseignants de 6e qui fait maintenant partie du cycle 3 puisque on sait que l'Antiquité est au programme de la 6e,
mais même avant la 6e, les enfants sont très passionnés par les récits mythologiques et souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui lisent en classe le feuilleton d'Hermès ou d'autres ouvrages basés sur la mythologie, qui sont des récits extrêmement riches. Donc, on a fait ce petit dictionnaire permettant de connaître certaines des principales figures, des dieux, bien entendu, mais aussi des personnages comme Icare ou le Minotaure ou Pégase, qui ne sont pas des dieux, mais qui sont des êtres mythologiques. Et donc, on a bien sûr on a choisi de mettre la mythologie grecque en avant, mais on a bien sûr mis un lien avec les noms romains. On voit que Hercule renvoie à Héraclès, que Junon renvoie à Héra, que Jupiter renvoie à Zeus, puisqu'on est dans un dictionnaire. Donc, ça leur permet aussi de naviguer comme ça. On a fait un travail similaire, mais un peu moins approfondi avec la mythologie égyptienne, qui est également très appréciée des enfants. Et puis la dernière chose dont je veux vous parler, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé que dans les milieux où les enfants n'ont pas forcément une bibliothèque à eux à la maison, quand ils ont un seul livre qui leur appartient en propre à la maison, il y a de grandes chances que ce livre soit le dictionnaire. Si l'enfant a un seul livre, il y a de bonnes chances que ce soit celui-là. Donc, on s'est dit que vraiment le dictionnaire pouvait être le seul ouvrage que l'enfant possède. Et donc, on a essayé de donner un maximum d'outils qui pourraient lui être utiles. Donc, il y a une partie Atlas qui existait déjà, qui a été remise à jour, des informations comme le code piéton qui peuvent être très utiles, la partie Histoire des arts qui a été entièrement refondue de manière strictement chronologique, ce qui nous semble extrêmement important pour que les enfants puissent s'y retrouver, avoir un maximum de repères. Mais aussi, par exemple, dans la partie géométrie, on a ajouté des définitions des angles et pour que les enfants aient aussi des référentiels en mathématiques qui soient à leur disposition et qu'ils puissent retrouver facilement en cherchant à la lettre G. Et puis, il y a toute la partie grammaire, conjugaison qui est également présente. Donc, on a cet espoir que ce très gros livre qui est pour un petit enfant pourra contenir le maximum de connaissances facilement accessibles grâce au travail dont Sarah vous a parlé tout à l'heure. Donc, je vais maintenant passer la parole à Marie, qui a travaillé sur tout l'ensemble du dictionnaire et qui va vous expliquer comment jouer et se faire plaisir avec le dictionnaire. Merci Laurence. Alors, moi, je vais vous parler d'un axe sur lequel on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup interrogé, notamment à propos de la motivation, parce qu'on sait, comme Muriel vous l'a dit, on a fait beaucoup d'études, on a interrogé beaucoup d'enseignants, et on s'est rendu compte que, bien évidemment, c'est de plus en plus difficile pour les enfants de comprendre déjà pourquoi aller chercher dans le dictionnaire. On sait bien, notamment face à la concurrence numérique, la recherche en ligne qui est si facile, c'est de plus en plus difficile de dire aux enfants il faut apprendre à chercher dans ce dictionnaire papier. Et y prendre un certain plaisir, c'était important pour nous aussi, cette notion de plaisir. C'est une tâche qui est du coup, qui reste assez fastidieuse et pas évidente. On sait pour autant que ça reste fondamental pour cette maîtrise alphabétique, le contact avec le papier et voilà, d'apprendre à chercher dans le dictionnaire papier pour pouvoir maîtriser l'alphabet et tout ce qu'il y a autour. Donc, on s'est pas mal interrogé à ce sujet et on s'est dit comment faire en fait pour rendre ça plus ludique. Donc, bien évidemment, pour motiver, pour donner envie, on a réfléchi à tout ce qui est ludopédagogie, approche pédagogique qui soit innovante et variée. Donc, ça a été notre angle privilégié. Et donc, ce que je vais vous présenter là, ce sont des fiches qui sont disponibles en ligne, hein.
que vous retrouvez sur le site. Voilà, je vais vous présenter quelques exemples différents. Ce qu'on a fait surtout, parce que bien évidemment, il s'agit de jouer, il s'agit de prendre du plaisir, mais il s'agit aussi d'acquérir des compétences à travers le jeu. Donc, on les a bien évidemment, ces jeux, classés par compétences. Donc, derrière chaque jeu, une compétence ou une maîtrise du programme se cache, évidemment. Alors, ces activités, elles sont clés en main. Elles vous sont offertes sur le site. Vous pouvez aller les télécharger. Il y a les fiches enseignants et les fiches élèves qui sont directement clés en main, consommables et qui peuvent être complétées. Donc, ces supports, voilà, tout ça étant conçu pour vous faciliter la tâche et voilà, pour donner aux enfants envie et plaisir à chercher dans ce dictionnaire papier. Alors, le premier exemple de fiche ou de jeu, c'est le jeu du mot disparu. Alors ça permet de travailler le classement alphabétique. Alors comme son nom l'indique, c'est un mot qui a disparu. Il y a donc le mot d'avant et le mot d'après. Et comme vous voyez, un grand point d'interrogation, il faut trouver le mot. Alors bien sûr, on les aide, hein. Il y a une sorte de petit QCM à côté, c'est lequel en fait, il y a les 3 propositions et l'enfant doit évidemment trouver quel mot a disparu et expliquer pourquoi. Et là, on voit bien à quel point ça fait travailler la notion de classement alphabétique pour pouvoir trouver la réponse. Le deuxième exemple que je vais vous partager, alors c'est la même idée, sauf que là, on s'est appuyé sur quelque chose, enfin des pages, on sait que les enfants adorent les pages drapeaux, et donc voilà, à partir de ces pages drapeaux, c'est un peu le même principe. On leur met des drapeaux et il y a un drapeau qui a disparu et il faut trouver quel drapeau s'intercale. Alors là, entre par exemple le drapeau du Mexique et celui de la Moldavie, il y a plusieurs propositions et il va falloir qu'ils argumentent pour expliquer quel drapeau est manquant. Alors ça, c'est le petit frère du jeu du mot disparu. Un autre exemple de jeu, alors celui-là, il a été, oui, si ça arrive à s'afficher, sinon c'est pas grave. Celui-là, il a été conçu pour améliorer la fluidité de la recherche dans le dictionnaire. C'est le chronodico que certains d'entre vous, dont certains d'entre vous d'ailleurs nous avaient parlé lorsqu'on a fait les études. Donc le chronodico, il aide les enfants, donc comme son nom l'indique, hein, c'est dans un temps limité et c'est pour apprendre à chercher de plus en plus vite. Il faut aller trouver les mots dans le dictionnaire. Après, comme ce jeu peut être pour certains enfants un peu difficile, il y a plusieurs modalités, on propose plusieurs modalités. Une modalité individuelle où l'enfant le fait seul, il n'y a pas de pression, etc. Et il y a une autre modalité qui est le jeu en équipe, où là, ce sont des équipes, il y a un peu plus de compétition et l'équipe gagnante, c'est celle qui va le plus vite. Donc, on vous propose des listes de mots. Vous voyez là des exemples de fiches élèves à l'écran avec, voilà, vous voyez, l'enfant, il n'a plus qu'à compléter le numéro de page. Donc ça, on vous le fournit, mais bien évidemment, vous pouvez faire vos propres fiches de mots pour inciter les enfants à chercher le plus rapidement possible dans le dictionnaire. Autre exemple de jeu, c'est le jeu du Dico Puzzle. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de faire un puzzle, mais on vous fournit tous les éléments là encore. Il faut découper la page et pouvoir ainsi reconstituer. Donc là, ça aide à maîtriser le fonctionnement du dictionnaire, vous l'aurez compris. À partir de là, l'enfant reconstitue et doit argumenter, bien évidemment, en remettant les éléments dans le bon sens. Il doit reconstituer, voilà, la page, l'article, la position des différents éléments du dictionnaire. Ça, c'est un autre exemple. Et enfin, un dernier exemple de jeu, pour rebondir sur ce que Muriel vous a expliqué tout à l'heure, cette nouveauté du programme qui est la notion de termes génériques et spécifiques. Il y a eu l'idée de faire un jeu des familles. Donc là, comme vous voyez, c'est une proposition parmi d'autres, hein. On a fait cette proposition à partir de la planche légumes. Il y a la création d'un jeu de cette famille qui vous est fourni, hein, que vous pouvez d'ailleurs, on voit qu'il peut être découpé. Ça permet en fait à l'enfant de comprendre le lien entre les mots, les fameux termes génériques et spécifiques, de hiérarchiser les différents thèmes et d'apprendre à classer grâce à un jeu de cartes. Donc là encore, on s'amuse, mais on apprend en même temps une compétence importante du programme de maîtrise. Donc toutes ces fiches, hein, je le redis, elles sont en ligne et vous pouvez aller les télécharger, les imprimer comme vous le souhaitez.
Tout à fait, ça fait une très bonne transition, Marie, puisque du coup, voilà, vous avez le récapitulatif de toutes vos ressources qui s'affichent à l'écran. On a parlé beaucoup des fiches et des jeux pédagogiques. Il y a aussi la fiche avec les lettrines dessinées par les enfants et le mini mode d'emploi. Tout ça, c'est disponible sur le site compagnon du dictionnaire-junior.lerobert.com qui est dans le chat et qu'on partagera aussi avec vous bien sûr dans le mail que vous recevrez suite à ce webinaire. Vous avez aussi accès à la version vidéo projetable du dictionnaire. Donc ça, c'est vrai qu'on en a parlé aussi, c'est un support intéressant en classe pour mettre la même page pour toute la classe à l'écran, par exemple. Ce dictionnaire, il est en accès totalement libre jusqu'au 31 octobre pour tous les enseignants. Voilà, donc vous pouvez en profiter. Et ensuite, à partir du 31 octobre, il sera réservé aux prescripteurs ou utilisateurs du dictionnaire papier. Voilà, puis il y a aussi les fameuses petites vidéos dont on a parlé tout à l'heure, le mode d'emploi en vidéo que vous pouvez retrouver sur le lien qui s'affiche aussi à l'écran et qu'on vous enverra, ces 3 petits tutoriels. Voilà, et puis là, vous avez aussi toute la collection du Robert Junior qui est très facile à retrouver aussi sur cette page, qui est une page vraiment réservée aussi aux enseignants où on présente toute la gamme pour vous et pour vos élèves. Voilà, donc s'il y a des questions, on sera ravis d'y répondre. On arrive au bout de ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc voilà, je vais passer la parole à Isor qui du coup a surveillé dans le chat les questions au fur et à mesure. Bonjour à tous. Alors peut-être une première question qui est plutôt pour Anne-Sophie. On nous demande combien coûte le Robert Junior. On n'entend rien. Pardon, excusez-moi, c'était mon micro qui était coupé. Je dis le Robert Junior, il y a donc on a vu 4 formats différents. Donc vous avez un format qui est le format classique du Robert Junior illustré qui est à 18,95 € et puis vous avez un format bimédia du coup du Robert Junior qui est alors ça doit être 21,95 € et puis ensuite vous avez une version poche et une version poche plus. Voilà, mais celui dont on a le plus parlé aujourd'hui, c'est l'illustré qui est à 18,95 € avec toutes les annexes qu'on a évoquées, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une deuxième question pour Sarah peut-être. Est-ce que tu peux nous dire si la partie non propre a été revue, puisqu'on n'a pas abordé cette partie-là? Oui, on ne l'a pas abordé, mais effectivement, on a revu aussi la partie non propre. Il y a eu un énorme travail qui a été fait dessus pour avoir des entrées plus pertinentes au moment de l'étude. Ce qui est ressorti, c'est que dans cette partie non propre où il y avait des noms de personnages réels et des noms de personnages fictifs, les enseignants de l'étude ont trouvé que ce n'était pas tellement pertinent de les mélanger. Donc, on a désormais plus que des noms de personnages réels qu'on a reliés aussi au programme et aux annexes qui sont dans le dictionnaire. Et on a revu aussi la façon dont c'était rédigé pour que ce soit mieux adapté, qu'on trouve les informations pertinentes pour leur âge, pour les programmes, et pas les noyer dans trop d'informations et leur donner vraiment ce qui était bon pour eux. Donc il y a eu beaucoup de travail fait sur les noms propres. Merci Sarah. Deux autres questions qui se regroupent. Donc, quelle est la différence entre l'édition illustrée standard et l'édition poche? Et il demande aussi si en achetant la version poche, on a tous les contenus complémentaires qui sont compris. Alors Anne-Sophie, peut-être que c'est plutôt toi qui peux répondre. Alors après, oui, Marie ou Sarah, n'hésitez pas quand même, parce que sur le contenu lui-même des dictionnaires, je pense que vous serez encore plus à même que moi de répondre. Mais effectivement, après, les contenus, les fiches pédagogiques, en soi, elles sont accessibles gratuitement pour tout le monde sur le site compagnon, donc vous pouvez tout à fait aussi les utiliser. Après, effectivement, il va y avoir des pages qui ne sont pas dans les... Déjà, il y a un petit peu moins de mots quand même aussi dans le revers de poche et le poche plus. Non, il y a autant de mots. Il y a moins de noms propres, mais il y a autant de mots il y a en moins de langue. noms Par propres. contre, il n'y a pas d'illustration. Dans la version grand format, il y a des images au fil du dictionnaire qu'on n'a pas dans la version poche. Et il y a certaines annexes qui sont aussi en téléchargement uniquement sur le poche et le poche plus, qui ne sont pas dans le dictionnaire lui-même. On a été obligé aussi de faire des choix
vu le format du dictionnaire. Donc l'atlas, par exemple, il est pas présent dans le poche, il est présent en téléchargement. Le mémo d'anglais également, il est en téléchargement. Mais je crois qu'il y a par contre le dictionnaire de mythologie est présent également dans le poche. Et toute la frise historique aussi est présent également dans le poche. Je voulais préciser, pour aller dans le sens de ce que disait Sarah sur les noms propres, que justement dans le dictionnaire de mythologie, on a vraiment mis ça à part aussi pour que Zeus justement n'apparaisse pas dans les noms propres, pour éviter cette confusion entretenue dans l'esprit des enfants. On va avoir Toutankhamon qui est un personnage historique, mais on va pas avoir Zeus, enfin ou Osiris, on va rester dans le domaine de l'Égypte, et il faudra aller le chercher dans le dictionnaire de mythologie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Il y avait également, je crois, des personnages de bande dessinée qu'on va retrouver dans la planche, pour certains, pas tous évidemment, dans la planche sur la bande dessinée, pour vraiment essayer notre préoccupation majeure, ça a été vraiment d'organiser et de classer les choses le plus possible. Alors, une autre question pour les enseignantes cette fois. Est-ce qu'il est possible d'aborder le dictionnaire en fin de CP? Muriel, je te laisse répondre. Oui, alors je suis pas spécialiste du CP, mais je pense effectivement que oui, si on peut organiser une pêche aux mots, là, comme on a vu tout à l'heure sur les mots de la même famille, en fin de CP, on est tout à fait capable, voilà, de repérer des mots qui ont un radical commun, des lettres communes. Donc ça peut effectivement donner lieu à une pêche aux mots. Et puis sur la polysémie aussi, Sarah nous a parlé tout à l'heure des illustrations. Alors effectivement, on peut par exemple regarder l'illustration du mot plume ou bougie et voir que effectivement il peut avoir plusieurs sens ce mot-là. Et c'est illustré. Donc en fait, après, on peut demander aux élèves de produire à l'oral une phrase illustrant chacun des sens du mot plume, celle de l'oiseau, celle avec laquelle on écrit, ou du mot bougie, celle de la voiture ou celle avec laquelle on s'éclaire. Voilà, donc il peut effectivement y avoir une utilisation basée sur l'illustration, sur la pêche aux mots, avec le dictionnaire, à mon avis. Et je rebondis en disant, moi qui ai fait pas mal de CP, que les CP, d'abord, ils adorent les dictionnaires. C'est des choses de grand, les cartables, les dictionnaires, c'est la passion. Et aussi que cette entrée par l'illustration, ça peut être aussi un peu le contraire de ce que font les plus grands. On peut partir de l'illustration, feuilleter et aller vers les mots. Et pas se dire, je vais chercher un mot et ensuite je vais voir son illustration. C'est plus facile pour des petits d'aller dans l'autre sens, mais de les amener à partir justement d'illustrations qui peuvent être un petit peu étonnantes. Imaginez cette espèce d'insecte à côté d'un truc pour la télé, quel est le point commun? Et pour ça, il va falloir justement aller lire. Et ça peut être vraiment un support de lecture tout à fait intéressant. Alors, on a aussi une question sur l'étymologie. On demande si on a ajouté, enfin, si elle est bien mentionnée dans le dictionnaire. Alors, comme je disais, il y a des notices étymologiques, il y en a à peu près 400. Donc, c'est pas l'intégralité des mots qui ont une étymologie. Mais comme on a vu, des fois, dans une des notices, on va mentionner d'autres mots. Donc, la notice étymologie de Luciole va aussi parler du verbe élucider ou de l'adjectif lucide. Donc, il y a quand même près de 800 mots qui sont mentionnés dans les étymologies. Cette étymologie, par contre, elle est que dans la version standard, elle n'est pas dans la version poche. Pareil pour des questions de place. Pour pouvoir faire rentrer le contenu dans une version poche, il fallait faire des choix. Mais dans la version standard, il y a les notices d'étymologie. Elles sont sur un fond bleu, comme ça, elles se voient bien. On voit que c'est un contenu un peu différent du reste de l'article. Merci beaucoup. Alors après, on a pas mal de questions techniques sur l'enregistrement de ce webinaire. Alors évidemment, il vous sera envoyé demain par mail avec tous les liens que je vous ai mis dans le chat. Vous les aurez aussi dans le mail de demain après-midi. Et évidemment, ces liens, ils sont faits pour être conservés, enregistrés, partagés à tous vos collègues. Ils sont pour vous et ce sont des ressources qui ont été créées pour vous et qui ont pour objectif d'être utilisées. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre adresse webinaire@lerobert.com. On est toujours preneur de retour des enseignants pour vous proposer des ressources qui sont toujours plus proches de vos besoins en classe. Donc, je pense qu'on va clôturer ce webinaire.
le replay, les gens vont demander le replay aussi. Oui, oui, c'est ça, l'enregistrement ou replay. C'est pareil, c'est envoyé demain C'est la par même mail. chose. Oui, oui. D'accord, je pense que tu parlais C'est juste des qu'au Robert, on liens n'utilise pas extérieurs, mais beaucoup le mot le replay. replay, il sera, je suppose, sur la chaîne YouTube du Robert. Il sera envoyé automatiquement à tous les inscrits de ce webinaire par mail. Et ensuite, il sera aussi disponible sur notre site compagnon, sur la C'est ça. page, voilà, et sur notre chaîne YouTube, etc. Mais tout sera envoyé déjà par mail dès demain. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt et on va couper bien, cette transmission. Bonne journée. Bonne journée.